Merci. Je vais vous parler d'injection de dépendance, du coup, parce que c'est un problème que j'ai eu récemment. Je voulais vous partager un peu les conclusions de mon enquête sur le sujet. Je spoil un peu avec le sous-titre, mais c'est promis, c'est intéressant. Donc la feuille de vol du coup du talk, ça va être quelque chose à peu près comme ça. C'est-à-dire une intro, on va expliciter les critères de décision et d'où ils viennent en fait. Ensuite, du coup, ça va être très très simple de faire la décision, c'est un peu le but. On va même avoir un outil qui va le faire pour nous. Et ensuite, on va regarder un petit peu dans le détail si ça tient la route. Une fois que, après, du coup, là, ça fait un mois, non, ça fait 2 mois d'implem, un mois d'implem, un mois et demi, un mois et demi d'implem. Et donc, on a déjà pu tirer quelques substantielles leçons de ça. Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles sont mauvaises? On va voir. Du coup, bienvenue dans l'intro. Le contexte, c'est que je suis arrivé récemment donc, sur un nouveau projet, récemment il y a 6 mois. C'est un projet qui est un peu gros, qui est un peu stratégique pour plein de monde évidemment. C'est un projet qui a 4 ans d'existence et il y a beaucoup de contexte. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, 88 000 lignes de code. C'est pas mal et c'est 88 000 vraies lignes de code qui ne sont pas faciles à comprendre, qui sont vraiment obtuses, avec du métier vraiment complexe derrière, qui sont un peu dans tous les sens. Et ce qui est assez dommage, c'est que pour un métier aussi complexe, avoir 0 test, c'est ce qu'on appelle se tirer une balle dans le pied. Et ça nous gêne un peu au quotidien. En fait, il n'y a pas de test, notamment parce qu'il n'y a pas de librairie d'injection de dépendance. Ce qui veut dire que tous nos composants, donc là c'est le why, avoir une librairie d'injection de dépendance, mais l'actuel, c'est qu'en fait tous nos composants sont fortement couplés les uns avec les autres. On a toutes les lignes de notre archi, enfin toutes les layers de notre archi qui sont mélangées les unes avec les autres. C'est un peu, en plus de ça, le métier encore une fois est assez complexe, donc c'est vraiment pas facile. Et donc, l'objectif, c'était de tendre vers la situation idéale dans laquelle on peut tout tester de façon assez simple et rajouter des features sans être sûr de péter un truc. Et en fait, là, ça pose la question de comment est-ce qu'on choisit une librairie d'injection de dépendance. Et c'est assez drôle. Moi, dans mon expérience de la communauté iOS, excusez-moi si je vexe des gens, mais globalement, l'injection de dépendance, souvent la réaction, c'est genre un peu gêné. Vu que vous venez à des meet-up, j'ai confiance en vous, c'est sûr et certain que vous n'êtes pas de ces gens-là. Mais en fait, dans la nature même de l'écosystème, ce qui est intéressant par rapport aux autres frameworks mobiles, c'est qu'on est le seul framework dans lequel il n'y a pas marqué nulle part dans la doc, même le concept d'injection de dépendance. Et ce qui est terrible, c'est qu'en plus en Swift, notamment en SwiftUI, il y en a, avec les AutoEnvironment, AutoEnvironmentObject, mais là encore, c'est un peu particulier parce que c'est disponible que dans les vues, donc c'est assez bizarre. Donc non seulement on n'en parle pas, en plus de ça, on n'a pas de sane default, mais en prime, on se tire en plus une balle dans le pied avec Apple qui veut pousser une solution qu'ils sont les seuls à avoir pour un problème qu'ils sont peut-être les seuls à avoir également. Et le résultat, c'est que c'est pas forcément évident de choisir. Alors, moi j'ai isolé ces 6 solutions-là, qui sont les 3 premiers, c'est les 3 plus gros, les plus connus, avec le 4e qui est un peu particulier, n'est-ce pas? Et les 2 derniers, je les ai trouvés, je pense qu'ils sont plutôt plus historiques. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, j'étais un peu surpris de voir que ça existait, mais bon, j'ai tenu à les mettre quand même dans le roster. Et du coup, pour les départager, à BAM, on utilise Théo Apps, on utilise un outil qui s'appelle l'ADR, c'est aussi un DAT en français. Et nous, on utilise un format très particulier des DAT, ADR. C'est en fait, on fait un tableau dans lequel toutes nos lignes sont des critères qui peuvent être pondérés ou pas. Et nos colonnes sont les options possibles qu'on a. Et donc, on croise les deux. Et celui qui a la note la plus haute à la fin, c'est celui qu'on choisit. Sauf cas particulier où là, ça veut dire qu'il faut qu'on revoie nos coefficients, revoie nos critères, si les résultats sont très surprenants. Et c'est en fait un super support de com, parce que quand quelqu'un regarde ton ADR et dit tu comprends que tu as peut-être fait quelque chose de mal.
Du coup, nos critères de décision, parce que c'est ça qui va être important, on va les expliciter, et donc on va commencer par tout de suite dire que c'était une mauvaise idée d'inclure Needle et Weaver dans ce roster, parce qu'en fait, il y en a un qui est plus maintenu depuis au moins un an, enfin, il n'y a aucun commit dessus, pas d'action, plein d'issues, pas de signe de vie, et l'autre, il est carrément déprécié. Donc, on a vraiment besoin d'expliciter ces critères pour être sûr de ce qu'on va choisir derrière. En fait, c'est beaucoup plus facile de faire un choix si on a une note vraiment absolue, objective, qui nous renseigne sur pourquoi on fait ce choix. Du coup, là, on peut, de cette expérience malheureuse, sortir deux critères qui sont: est-ce que la lib est encore explicitement maintenue? Est-ce que la lib a beaucoup de stars? J'ai vu des solutions où il y avait 20 stars sur GitHub, c'est pas hyper comment dire, encourageant. À ce moment-là, autant refaire soi-même la solution probablement. Et donc, pour information, SwineJect, Factory et Swift Dependencies, ils sont à au moins 2 cas stars, ce qui est pas mal. Ensuite, comment ça s'utilise? Donc là, c'est plutôt le côté syntaxe. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux approches dans les 3 librairies qui nous restent. On ne va pas trop voir la solution maison, puisque je ne l'ai pas faite. Il y avait très bien ailleurs. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on a SwineJect. Qui a déjà utilisé SwineJect ici? Qui a déjà utilisé Factory? Qui a déjà utilisé Swift Dependencies? Ok. Qui a déjà utilisé autre chose? Maison? Ok. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un côté vraiment plutôt SwiftUI, avec plein d'annotations partout, très peu de boilerplate. Ça, c'est plutôt Swift Dependencies et Factory. Et puis du coup, on a de l'autre côté, on a SwineJect, qui est qui est le framework le plus connu en injection de dépendance en iOS, et qui a une syntaxe qui, je crois, est volontairement simple, près du plancher des vaches. Il y a dans les pipes une version 3, je crois, qui est prévue, mais qui est prévue depuis un moment, qui doit renouveler la syntaxe, mais qui arrive pas ou peu. Et ils vont explicitement pas chercher du sucre syntaxique, ils veulent que la solution soit aussi simple à comprendre que possible, et c'est un take qui est plutôt intéressant. Et là, du coup, effectivement, quelqu'un qui débarque sur Swift, il comprend bien qu'on résolve des choses, il comprend bien qu'est-ce qui résolve, c'est le container. À l'opposé, quelqu'un qui arrive sur Swift n'a peut-être pas envie de comprendre ça tout de suite, c'est peut-être quelque chose qu'on peut laisser pour plus tard. C'est deux options qui sont intéressantes. Je vais plus pencher du côté droit, perso. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a en gros deux approches là encore. Il y a 3 approches du coup. Il y a SwineJect qui permet de contrôler son scope de façon plutôt attendue. Il y a Factory qui donne une palanquée de scopes différents, dont certains qui sont absolument improbables. Je ne vais pas vous les faire en détail, mais quand j'ai découvert Scope on Parameters, je trouvais que c'était plutôt pas mal, où en gros on cache la solution jusqu'à ce que les paramètres changent, mais en fait c'est recalculé à chaque fois sinon. C'est plutôt cool. Et du coup, après il y a Swift Dependencies où en fait c'est manuel. Si vous voulez quelque chose d'un peu différent, un scope, un singleton, c'est à vous de le programmer, c'est votre problème. Sinon, par défaut, je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, mais ça va être un lazy singleton qui sera injecté. Ensuite, du coup, c'était un peu le but. Comment est-ce que ça se teste en termes de syntaxe? Et là, du coup, on a deux options. Dans les deux cas, il y a un container, un truc qui va contenir nos dépendances et les injecter au bon moment, au bon endroit. Et ce container, il peut être soit explicite dans les tests, on est obligé de le setup avant de faire les tests, soit implicite, où là, en fait, on n'a pas besoin de setup quoi que ce soit. On voit qu'il y a, c'est pas grand-chose, mais une syntaxe qui est plus courte qu'une autre, parce que du coup, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un setup avant. Donc Swift Dependencies, par exemple, il n'y a pas de setup. Et il y a autre chose dont on reparlera plus loin, qui en fait rend cette syntaxe encore plus efficace. Mais je spoil un peu. Et du coup, après, derrière, on peut faire une petite liste des critères un peu core qu'on a vus jusque-là. Donc, est-ce que la lib est maintenue? Est-ce qu'elle a des étoiles? Est-ce qu'elle est une syntaxe qui est OK? Est-ce qu'il y a plus ou moins de boilerplate? Est-ce qu'il y a des fonctionnalités?
À cela, je vais en rajouter quelques-uns sur lesquels je passe un peu rapidement parce que c'est pas nécessaire forcément de s'étendre dessus. En tout cas, c'est ce que je pensais au début. On en reverra peut-être certains plus tard. Donc Sign Default, documentation, Swift 6. Bon. Et du coup, avec ça, on a plein de critères. On va pouvoir tout mélanger dans notre gros Excel et il va pouvoir nous donner une note. Et là, le résultat, c'est Swift Dependencies. Pour ceux qui ne connaissent pas la lib, à la base, c'est quelque chose qui a été créé pour TCA, qui est une lib d'archi qui n'est pas forcément consensuelle, mais du coup, c'est presque comme si on utilisait un morceau de framework en dehors du framework, parce que moi, il n'est pas du tout sur mon projet. Et c'est vrai que là, par exemple, on peut voir que quand j'ai fait le Excel, c'était un peu partial, je les ai ordonnés déjà dans l'ordre dans lequel je pensais qu'ils arriveraient. Moi, je m'attendais à ce que Factory sorte en premier. Et il se trouve que c'est Swift Dependency qui a gagné, alors d'une courte tête, hein, parce que c'est 4,70 à 4,88, donc c'est pas non plus la différence du siècle. Mais c'était assez intéressant. Là, du coup, c'est plutôt cool parce que personne ne m'a insulté jusque-là. Donc j'imagine que le tableau n'est pas trop horrible à regarder pour un dev qui n'est pas moi. Je tiens à spécifier quand même que les coefficients sont ceux-là. Vous n'aurez probablement pas les mêmes coefficients, pas les mêmes pondérations. Je vois déjà des têtes qui... Là déjà, je sens qu'on va avoir des débats sains après. Et justement, on va pouvoir creuser, voir si c'était les bons coefficients que j'avais choisis. En tout cas, les bons au regard de mon projet, hein, bien sûr. Même si j'ai probablement raison. Donc, regardons un peu ces coefficients. Et bien là, du coup, mon objectif, c'était de faire les tests et je l'ai coefficienté à 0,5. C'est probablement un souci. Alors, la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est qu'il y avait peu de différence entre les libs. En fait, la notation était en réalité à peu près les mêmes. Vous avez vu les syntaxes. Qu'il y ait un setup ou pas, globalement, c'est pas monstrueux non plus. Ce qui est impressionnant, en revanche, et ça aurait dû compter dans la notation, c'est que Swift Dependency, il permet de définir au-delà du container implicite, il permet de définir des implémentations par défaut pour les tests. Et donc ça, typiquement, si vous avez une lib de mock qui vous les génère automatiquement, ou même si vous avez le temps de les faire vous-même, eh ben c'est assez puissant. Et c'est assez puissant parce qu'en fait, dans vos tests, il y a pas mal de fois où vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de moquer explicitement une ou l'autre des dépendances qui n'est pas centrale dans votre test. Et ça, c'est assez sympa. Typiquement, l'implémentation de votre générateur de dates, souvent, vous n'avez pas vraiment envie de vous en inquiéter. Vous avez juste envie que ça fonctionne et que ça fonctionne à tous les 2 jours de tous les jours de l'année. Et ce qui est sympa, c'est que malgré tout, j'ai dit que le setup, on s'en fichait un peu, mais en réalité, nous, on doit onboarder des devs qui sont déjà là sur le projet, qui ont gagné l'expérience avec le projet, et c'est plus facile de les onboarder, surtout s'ils ont des idées préconçues, des acquis, etc. S'il y a moins de boilerplate et que c'est plus facile à écrire, et donc à la fin, plus facile de les onboarder, ça fait plus de tests, et plus de tests, ça fait plus de tests, et c'est ce qu'on cherchait. Et du coup, pareil, un truc que j'ai pas vraiment... J'ai dit que c'est un critère optionnel, et en vrai, ça aurait dû compter beaucoup, beaucoup plus, parce que je trouve que ça fait vraiment la différence. C'est le concept de Sign Defaults, où en fait, Swift Dependencies, c'est la seule librairie des 3 qui offre des injections de dépendance par défaut. Donc typiquement, un générateur de date, un générateur du UID, il y en a plein d'autres. J'ai mis la liste à côté, mais je me rends compte que c'est pas forcément très lisible. Globalement, c'est plein de petits trucs qu'on utilise notamment assez souvent dans le dev iOS, genre le Notification Center, les locales, main queue, tout ça, qui en fait sont moqués par défaut. Et pareil, il y a une implémentation par défaut et il y a une injection de dépendance par défaut. Et donc, si on veut les utiliser, si on veut pas les utiliser, bah, pas grave. Mais si on les utilise, bah, tout de suite, le code il devient instantanément beaucoup plus testable. Et en plus de ça, il y a quelqu'un qui a bien compris ça, je ne sais plus quel est son pseudo sur GitHub d'ailleurs, mais il a créé une lib qui est maintenant recommandée par les créateurs de Swift Dependencies, qui s'appelle Swift Dependencies Extra, qui rajoute encore plus de choses. Par exemple, la possibilité d'injecter le App Storage. Ça, c'est plutôt ultime. C'est un peu plus risqué parce que du coup, il y a moins de maintainers sur GitHub, c'est moins connu, c'est un peu moins standard. Nous, on ne l'a pas encore franchi le pas, mais je le garde dans mon viseur.
Euh, Pareil, dans les scopes de dépendance, en fait, moi je l'avais assez peu coefficienté. Et rétrospectivement, c'était probablement une bonne idée parce que pour l'instant, j'ai pas eu à m'en inquiéter. On a passé pas mal de grosses dépendances, enfin, on a réfactoré du coup pas mal de grosses dépendances pour utiliser notre nouveau système. Et en fait, on n'a pas eu à s'inquiéter de scoping. Donc pour l'instant, c'est que des lazy singletons injectés, injectés statiquement, c'est vrai. Probablement qu'à un moment, on aura un problème de mémoire parce qu'après 4 minutes d'utilisation, la mémoire utilisée par l'app aura été multipliée par 10 et ne redescendra jamais, ce qui est un problème, on est d'accord. Mais le jour où ce sera un problème, on pourra s'en inquiéter. Et surtout, le jour où ce sera un problème, on pourra presque peut-être réimplémenter la solution, par exemple, qui a été implémentée chez Factory, et faire une EMR sur le repo Swift Dependencies. On verra. J'ai beaucoup d'espoir. Mais en tout cas, pour l'instant, nous, ça ne nous a pas posé problème. Et je sais que mon contexte projet s'y prête pas. J'ai peut-être de la chance. Ensuite, la documentation, on l'avait coefficientée à 1, ce qui n'est pas beaucoup. Et en fait, je ne suis pas sûr de savoir s'il aurait fallu l'augmenter ou pas. Parce que rétrospectivement, je me dis qu'il y a 2 docs qui sortent du lot, c'est Factory et Swift Dependencies. Ils ont tout mis en doc.c, c'est magnifique. Et au-delà d'être magnifique, il y a vraiment beaucoup de détails à l'intérieur, ça rentre vraiment dans la technique. En plus de ça, les gens qui ont fait Swift Dependencies, ils ont un blog très détaillé sur lequel on peut aller voir du coup, comment ils ont réfléchi leur lib, pourquoi ils ont fait ceci, pourquoi ils ont fait cela. C'est hyper intéressant. Et c'est vrai qu'en comparaison, SwineJect, c'est un peu moins brillant, quoi. C'est un peu moins waouh. Et puis surtout, du coup, il y a un autre type de documentation que je n'ai pas du tout compté dans mon gros Excel, et c'est l'usage. Et ça, c'est assez difficile d'en parler, c'est un peu difficile à mesurer. En fait, SwineJect, c'est la plus grosse lib d'injection de dépendance. Et en fait, c'est probablement celle qui a l'usage du coup le moins standard. Il y en a beaucoup qui utilisent des annotations d'injection de dépendance qui sont custom, ou qui ont été faites par d'autres gens. Il y a 14 repos qui existent avec plus ou moins de stars, plus ou moins de maintainers. J'ai trouvé beaucoup de syntaxes différentes. C'est normal, c'est un projet qui est plus ancien que les autres déjà. Et c'est normal aussi puisqu'ils ont un choix délibéré, j'ai l'impression, de ne pas offrir plus de sucre syntaxique que le minimum. Et du coup, les gens, au bout d'un moment, ils en ont marre et ils en veulent. Ils en rajoutent et ils en rajoutent par leurs propres moyens. Alors que Swift Dependency, par exemple, ils autorisent d'avoir une macro qui vous génère automatiquement la moitié des trucs. Et du coup, je ne sais pas si ça aurait dû compter plus, pour le coup. Je ne suis pas sûr. Et du coup, tant qu'on parle de sucre, je ne l'ai pas du tout compté. Donc les macros, pas du tout compté. Rétrospectivement, je ne sais pas si c'était une bonne idée. J'ai moyennement envie que mes temps de build explosent. Donc peut-être que la macro, c'était judicieux de ne pas la compter dedans. Mais il y a quand même des extensions comme Swift Dependencies Extra, comme Auto-Register pour SwineJect, qui du coup ne rentrent pas dans cette évaluation-là, et qui auraient peut-être dû y rentrer. Et là encore, c'est le moment de rappeler que vous êtes les seuls juges, notamment au regard de vos propres projets et de votre appétence en sucre syntaxique. Pareil, les maintainers, pour moi c'était un critère éliminatoire de voir une lib qui n'était pas beaucoup maintenue. Et en fait, là, après 2 mois du coup d'utilisation, en faisant les slides, je me suis rendu compte que Factory c'est super bien fait. Mais en fait, là vous avez les top 2 maintainers de la lib. Est-ce que vous allez peut-être voir un problème? Et je vais vous en montrer un autre. Il n'y a plus rien là. Ça fait 3 mois. Et c'est pas comme s'il y avait genre 0 issue sur le repo non plus. Donc en fait là, ce monsieur qui est un super contributeur de l'écosystème iOS, en fait il est seul, il a d'autres projets qui sont très intéressants d'ailleurs, je vous encourage à regarder. Il a des super libs là, et en ce moment il est en train de faire une lib de navigation, ça a l'air un peu stylé. Mais du coup il fait sa lib de navigation et il n'y a plus de support sur sa lib d'injection de dépendance. Et ça c'est plutôt pas de bol. Alors que Swift Dependencies, il y a un peu plus de support de la communauté déjà. Et surtout, c'est 2 mecs qui sont payés à faire ça, par leur communauté notamment. Donc, un peu plus de confiance de ma part.
Et après, il y a SwineJect. Alors là, j'étais un peu surpris. Il y a une boîte qui est chargée de la maintenir. Et en fait, il y a très peu de commits ces derniers mois. Pareil, c'est pas comme s'il y avait 0 issue, donc il y aura probablement de la matière. Ils disent qu'ils regardent souvent les issues Stack Overflow. Pareil, j'ai pas vu beaucoup de réponses de leurs maintainers ces derniers temps. Du coup, ça, je ne l'avais pas analysé au début, mais en fait, j'aurais probablement dû m'y intéresser dans mon calcul de fiabilité de la librairie, de future proofing de la librairie. Et du coup, verdict, est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise idée de passer à Swift Dependencies? Oui, vraiment. C'est devenu la compète à qui fera le plus de dependency, du coup, qui en remplacera le plus, pas forcément en un seul commit, parce que là, du coup, on KO l'AMR, mais en tout cas, qui créera le plus de dependency et les injectera le plus souvent. J'ai constaté aussi qu'il y avait vachement plus de tests, et notamment des plus complexes, des plus difficiles, qu'on n'aurait pas pu envisager avant, sans y passer 50 JH. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et j'ai vraiment pas plus de choses à vous dire sur les joies, parce que c'est un bonheur. Ma grosse crainte au début, c'était quand même d'utiliser un morceau de TCA en dehors de TCA. En ayant utilisé TCA, j'avais confiance dans les auteurs, mais ça me freinait un peu quand même de me dire que j'allais l'ajouter à mon projet comme ça, sans TCA, sans roulette. Et en fait, finalement, c'est une super idée. Tout dans la syntaxe est fait pour fonctionner avec SwiftUI. C'est hyper bien fait. Il y a beaucoup de sign default. Il y a beaucoup de choses qui encouragent en plus à aller dans la bonne direction, exactement comme pour TCA, et à pousser les dépenses le plus loin possible du cœur de l'app. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Et du coup, maintenant, est-ce que vous avez des questions? Des remarques? Les tomates, heureusement, les pizzas ne sont pas arrivées, donc ça devrait aller. À toi l'honneur. C'est hyper intéressant le fait que tu aies réussi sur un projet qui est énorme à ajouter, à pouvoir faire de la refacto et dire bah, attendez les gars, on pose les crayons et puis on refacto. Quel est le pourcentage de temps qui était alloué à cette refacto? Est-ce que vous deviez créer de la valeur à côté ou vous aviez freeze le projet pour pouvoir faire ça? Pas de freeze projet, on doit créer de la valeur. Et en gros, quand on a repris le projet, on savait qu'il y avait de la dead tech. Le client l'avait bien compris aussi, heureusement. Et il nous a autorisé à faire pas mal de dead tech. Donc, dans nos 3 premiers mois, il avait validé qu'on faisait 20% de dead tech, ce qui est un luxe énorme. Dans la réalité, avec les impératifs, on en a fait 5%, donc moins cool. Mais ce qui est bien, et là encore, c'est un critère qui était éliminatoire, c'est, je ne sais pas où est-ce qu'il est, déploiement progressif qui est là. Par déploiement progressif, j'entends, on peut setup la librairie et vraiment le faire au fur et à mesure. Et en fait, ça marche assez bien. Par exemple, les dates, donc date parenthèse, ça fait la date du jour. À la place, il faut utiliser un générateur de date qui est injecté. Ça, on n'est pas obligé de le faire d'un coup. Dès qu'on passe dans un fichier, maintenant, on a un warning qui nous dit attention, c'est un peu louche ce qui se passe là. Et du coup, on le remplace parce que les lignes jaunes, c'est assez agaçant. Et c'est fini. Et du coup, on aura clean un fichier. Oui, il y a encore 88 000 lignes de code, c'est vrai. Mais petit bout par petit bout, et c'est la mentalité Kaizen. Quand tu dis un warning, vous avez mis en place un linter? Ouais, linter, formateur. Et du coup, on est à SwiftLint, très classique. Et on peut faire des règles custom SwiftLint hyper facilement avec des regex. On peut faire des règles custom plus difficiles avec le visiteur du compilateur, mais c'est pas forcément nécessaire. Merci. Est-ce que vous avez mesuré l'impact de la lib, surtout que vous avez un avant-après, donc c'est intéressant, comme c'est un projet qui est déjà établi. L'impact sur genre la taille je sais pas, la quantité de code, parce qu'il arrive sur une dependency avec peut-être ses propres dépendances, il arrivera avec ses valises dans le projet, en termes de perf au runtime et en termes de temps de compilation du coup. Est-ce que vous avez pris le macro ou pas? Est-ce que vous avez un peu évalué ça ou pas du tout?
Alors, notre projet, il y a des impératifs de sécurité. Et le runtime, comme c'est un projet monolithique, est déjà plutôt élevé. Enfin, la compilation, pardon. Oui, ok. Du coup, la macro, je l'ai laissée de côté pour l'instant. Ça me semblait pas nécessaire. Après, sur la taille du bundle, j'ai pas remarqué de différence significative en tout cas. Je n'ai pas vraiment regardé non plus. Et la perf, eh ben, il faudrait que je refasse un avant après, mais le truc c'est qu'on a fixé des problèmes de fuite mémoire, donc ça fausse un peu ça fausse un peu la mesure. Mais pour moi, enfin, en fait, là, ce qui se passe, c'est que quand il y a une dépendance qui est calculée, elle est au premier appel, elle est générée, enfin, le constructeur est appelé, et ensuite elle reste du coup en cache, et donc elle va peser sur la mémoire. Et donc ça fait aucun doute qu'au fur et à mesure, on aura peut-être pas des problèmes, mais en tout cas, ça se verra. Et on peut le gérer plus finement, ça c'est sûr aussi, et on le fera sans doute un jour. Un jour peut-être. Et juste pour avoir une référence, avant il n'y avait pas d'injection de dépendance du tout. Non. Ok, donc c'est vraiment quelque chose que vous avez ajouté. Donc c'est intéressant de voir si en partant de rien et en rajoutant ça, est-ce que vous remarquez une surcharge de quoi que ce soit Alors non, j'ai un bon exemple. Du coup, on utilisait de l'injection de dépendance. Excellente remarque. L'injection de dépendance via Environment Objects dans les vues pour injecter notre bottom sheet coordinator. On a un élément, un composant en gros, enfin un manager qui gère ça. Et en fait, ce qui se passait, c'est que dans nos views modèles, on avait envie d'y avoir accès à ce truc. Et donc là, il n'y a pas 36 000 solutions, vu que c'est quelque chose qui existe à la base, enfin qui est instancié dans la route de l'app. Et ben, il fallait du coup tenir une référence à la route de l'app et l'injecter en environment object, et ensuite le récupérer dans la view et l'injecter au view model via une méthode qui était faite pour ça. Et donc là, avec une add dependency, plus besoin, on vire tout ça, ça fait beaucoup de boilerplate en moins, du code pas forcément très robuste en moins aussi, et ça c'est plutôt appréciable. Donc ça c'est une vraie bonne différence. Je fais dans l'ordre. Oui, sur le tableau en fait, de décision, est-ce que vous calculez également quand du coup il y a des extensions? Là par exemple, je pense Swift Dependencies plus Swift Dependencies Extra. Est-ce que du coup vous faites deux lignes différentes ou comment est-ce que... Oui, alors si je retourne dans le vrai tableau, il est là. On voit que j'avais considéré SwineInject avec auto-registration. J'avais pas considéré Swift Dependencies avec Dependencies Extra. Auto-registration, c'est vraiment intéressant parce que du coup, ça règle tous les problèmes de syntaxe. C'est vraiment pas intéressant parce que ça empire tous les problèmes de maintenance. Et je crois que ça a des performances pas ouf. Enfin, c'est autre chose. Mais du coup, on fait une colonne différente. Ouais. Ok. Je sais plus qui avait levé la main. C'était la question sur Shard versus Add Dependencies et tu as répondu. Est-ce que tu peux revenir sur la notion de scope? J'ai pas bien compris Oui. à quoi ça sert les scopes. Hop. a priori pas grand-chose vu qu'il n'y en a pas dans celui de... C'est ça. Alors le mieux, c'est de se concentrer quand même sur la partie gauche où il y a moins de... Peut-être que la partie droite est plus explicite. Donc dans les scopes, le life cycle de l'objet. Et donc quand on le définit en singleton, eh ben, une fois qu'il est instancié, il ne bougera plus. Et donc on explicite le fait que ce sera un lazy singleton d'ailleurs. Dans les autres scopes qui sont disponibles, il y a unique, qui correspond à transients de l'autre côté. Là, l'objet est réévalué à chaque appel. Et après, du coup, scope on parameter, c'est ça, mais quand les paramètres changent. Cached, ça permet notamment de répondre à un besoin qui est assez particulier, où une instance implémente plusieurs dépendances. Et donc, plutôt que de calculer une autre instance séparée, il va réutiliser la même. Graph, c'est encore autre chose. Honnêtement, il y en a certains qui étaient un peu étranges. En plus, on peut en rajouter des customs. Je ne me suis pas trop penché dessus parce que du coup, c'était pas vraiment essentiel pour moi. En pratique, alors j'ai bien compris que toi, dans la solution que tu as pris, il n'y a pas de scope, Mm. mais en pratique, tu utiliserais quel scope au quotidien Bah, je pense que les plus intéressants, c'est unique ou transients.
et singleton au moins, pour justement contrôler ce qui est créé, ce qui est... et d'ailleurs, il y en a un, j'en sais plus lequel c'est, où en fait, il n'est pas recalculé tant qu'il y a une référence, une strong référence dessus. Alors c'est pas le weak, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est l'un de ceux-là, là, mais... et du coup, il est partagé tant qu'il y a au moins une référence dessus, et dès qu'il n'y en a plus, il est détruit et recalculé ensuite. Je pense que ça dépend vraiment des besoins d'optimisation de chaque projet. Et après, ça dépend aussi, on peut imaginer par exemple une page de tuto sur laquelle tu aurais localement envie de surcharger une dépendance. Et peut-être que cette page de tuto un jour, elle devient plus grosse, il y a une vraie navigation dessus pour montrer un peu à l'utilisateur quoi faire, mais tu as envie que du coup tes dépendances restent les mêmes. Donc là, tu vas te retrouver dans la catégorie graph, je crois. Enfin, je n'ai pas trop creusé le sujet, effectivement. Et dans Swift Dependencies, donc il n'y a pas de scope, mais est-ce qu'ils ont laissé des portes d'entrée pour pouvoir en rajouter facilement ou faire notre scope perso? Oui, ouais, parce que du coup, quand tu déclares ta dépendance, en fait, je vais aller sur la doc, c'est très très mal. J'ai pas pensé à me préparer une slide là-dessus. Tu as dit qu'elle était lazy, c'est ça? Elles sont pas, tes dépendances, elles sont pas instanciées comme des singletons au démarrage de ton... Non, elles sont instanciées à l'appel. Juste à l'appel. Et tac, tac, tac. En gros, la façon de déclarer une dépendance. Ah, je vais vraiment aller dans la doc. Alors, voilà. En fait, il faut implémenter ça. Je vais grossir un peu le. Hop. Donc, en fait, il faut implémenter une enum un peu comme ça. Et donc là, on voit qu'il y a 3 valeurs qui sont live value, preview value et test value, et qui sont du coup les valeurs par défaut dans chaque contexte de l'app. Le mot contexte n'est peut-être pas le bon. Et du coup, c'est ça que j'appelais les implèmes par défaut, notamment pour les tests. Et du coup, c'est aussi simple que ça. Donc tant qu'on a le mock pas loin, ou ce qu'ils appellent là le unimplemented audio player qui est déclaré, on peut faire ça. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc si là, par exemple, je dis que en fait, mon live value, en réalité, c'est un singleton explicite, je peux le faire. Si j'ai envie de dire qu'en fait, c'est par exemple du coup un singleton, mais qui me génère une nouvelle instance à chaque fois, c'est possible aussi. C'est juste à la charge du développeur, pour l'instant. Ah, mais la destruction, du coup, là, tu l'as pas du tout. Non. C'est ça, en fait, le truc qui est intéressant, c'est de pouvoir libérer de la mémoire, je pense. Mm. Et là, on n'a pas de... On peut pas... C'est un let, on va pas pouvoir le détruire à un moment, quoi. Et Tu as du lifetime. Lifetime juste en dessous, ouais. c'est lui que je cherchais en fait. Ah, ok. Donc ça, c'est la façon d'appeler les dépendances. C'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup montré. Mais là, du coup, par exemple, on a le générateur de date, qui s'appelle date, un peu importe. Et on va lui demander de générer la date maintenant. Et là, pour le coup, il va aller chercher le lazy singleton date et appeler dans la foulée une property qui nous renvoie une instance qui, elle, est libre de toute référence, ou en tout cas, qui sera libre de toute référence dès qu'on aura des init notre... Là, en l'occurrence, c'est le modèle qui appelle la dependency. Ça te crée un optionnel ou une valeur? C'est une valeur. Enfin, c'est ton choix. Oui. Est-ce que ça marche dans les vues SwiftUI? Oui. Ça marche dans les fonctions. Ça marche dans tout. Dans les fonctions? Oui. Si tu veux instancier une dépendance dans Factory et dans SwineJect, je ne l'ai pas montré non plus parce que je me suis dit que ça allait être prise de tête. Mais quand tu registers ta dépendance, tu dois register les dépendances de ta dépendance. Dans Swift Dependencies, quand tu instancies ta dépendance, si elle a des dépendances, tu mets un gros @dependency dedans et ça fonctionne. Et c'est un côté un peu magique. Un peu sale peut-être, mais magique. J'en ai une encore. Oui. Est-ce que vous avez envisagé une dépréciation si la lib est plus hype dans 5 ans
Pas du tout. On n'est pas en mode YOLO non plus. Ce qui me rassure en fait un peu, c'est déjà que, et c'est la raison pour laquelle il y a pour le moment aussi peu de solutions d'injection de dépendance, c'est que c'est pas non plus la mort.